rappelle que le visionnement de cette formation vidéo vous est offert gratuitement grâce à l'appui de nos commanditaires que nous remercions très chaleureusement, en particulier Croix-Bleue Médavie, sans qui cette formation n'aurait pu avoir lieu. Les vidéos et les présentations PowerPoint de nos conférenciers, ainsi que le manuel intitulé « Les médicaments biologiques au Canada » sont matière à une auto-évaluation en ligne donnant droit à 5 UFC en assurance collective. La documentation et les modalités d'inscription sont détaillées dans le programme. Comme indiqué au programme, notre premier conférencier est un pharmacien d'expérience en milieu hospitalier et universitaire. Il s'agit de M. Marc Parent, pharmacien passionné depuis plus de 35 ans. Il est détenteur d'un baccalauréat en pharmacie, d'un diplôme en pharmacie d'hôpital de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en pharmacie de l'Université Laval. Il a été le premier Canadien à se voir octroyer un certificat de spécialiste américain en pharmacothérapie en 1991. Il œuvre en milieu hospitalier au CHU de Québec, Université Laval, et dans l'enseignement comme professeur agrégé de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Son expertise pharmacocinétique et en pharmacothérapie l'a naturellement conduit sur les meilleurs choix thérapeutiques à offrir aux patients, et particulièrement dans le domaine de la bioéquivalence des différents produits sur le marché. Sa pratique professionnelle a été reconnue par de nombreux prix, titres et nominations, notamment le prix Roger Leblanc attribué par l'Association des pharmaciens et des établissements de santé pour l'excellence d'une carrière, le prix Louis Hébert octroyé par l'Ordre des pharmaciens du Québec, le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec depuis 2017, la nomination comme membre expert du Comité scientifique de l'évaluation et de l'inscription des médicaments de l'INES de 2004 à 2017. Son sujet est présenté dans 3 capsules vidéo de plus ou moins 20 minutes, dont voici le titre de la capsule numéro 3, « Enjeux portant sur la substitution d'un médicament biologique vers son biosimilaire ». Sans plus tarder, voici M. Marc Parent. Alors bonjour, bienvenue à cette 3e capsule sur les enjeux des produits biologiques et biosimilaires. Alors aujourd'hui, on va revoir les enjeux importants sur la substitution de médicaments biologiques vers le biosimilaire. On va regarder le contexte canadien, la situation réglementaire, l'évolution de la situation ailleurs au Canada. Donc c'est une situation qui est évolutive et on va regarder une projection des défis et des opportunités. Je vous rappelle que la dernière capsule ensemble, on a vu qu'il y avait des distinctions importantes entre les médicaments génériques et les produits biosimilaires. On a regardé l'état du marché à partir de données de 2018. On a bien sûr regardé ce qu'étaient les médicaments biologiques. On a vu qu'il y avait une complexité relative de ces médicaments-là et leur processus de fabrication et d'entreposage et de manutention, puis qu'il y avait des variables collatérales qui entrent en jeu. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas comme les produits génériques? On a déjà eu une bonne idée dans la 2e capsule, mais il y a quand même d'autres choses qu'il faut invoquer. D'abord, quand il y a des nouveaux produits, il y a eu une prudence. Et ça, c'est tout à fait sage. C'est correct, quand il y a des enjeux aussi importants, qu'on se soit posé des questions. Ça a amené certaines craintes parce que les enjeux étaient importants, les maladies étaient significatives, l'impact de la thérapie biologique était significatif. Alors, il y a une crainte. Cette crainte-là a été probablement bien entretenue par des gens qui voulaient garder leur part de marché. C'est tout à fait légitime. Et les stratégies d'accès au marché ont été basées sur une décision médicale de transférer vers les biosimilaires et non une décision de substitution en pharmacie, ce qui est une variable importante qu'il faut retenir parce que les médecins sont en général inconfortables à se faire imposer de changer un médicament, donc de prendre une décision aux dépens de leur décision clinique, parce qu'en fait, on leur demande juste de changer la prescription pour sauver des coûts. Les médecins n'ont pas beaucoup joué à ce jeu-là dans les précédentes années, et leur raisonnement, c'est simple, c'est pourquoi je changerais quand ça va bien, et ça va très bien, parce que les programmes de support patient supportent mes patients, me supportent moi. Donc, vraiment, pourquoi changer quand ça va bien? En plus, il y avait ce flou bien entretenu sur la possibilité de procéder à une substitution par les pharmaciens. Alors, donc maintenant, ce flou-là est résolu clairement au Québec, que le pharmacien peut procéder à la substitution des produits biologiques, mais il y a d'autres contraintes qui viennent souvent des décisions imposées par les tiers payeurs. Donc, la réactivité des organismes gouvernementaux, puis on va l'illustrer plus tard dans la présentation, ont été plutôt lents, eux autres aussi, dans ce contexte de prudence extrême face à des nouvelles thérapies. Et grâce aussi à la forte pénétration des programmes de support patient qui
couvre la presque totalité des patients. Alors, évidemment que ces programmes-là ont bien supporté leurs patients et créent une résistance aussi de la part des patients de changer quelque chose qui va, somme toute, relativement bien, et surtout dans les cliniques de perfusion qui, souvent, les patients connaissent bien, les infirmières qui administrent connaissent l'endroit où se rendre, donc ils ont une cédule bien réglée et qui est intégrée à leur mode de vie. Les pharmaciens communautaires, comme je vous expliquais, dans certains cas, ne savent même pas que le médicament est au profil du patient parce qu'il y a des ententes possibles avec certaines pharmacies dites de spécialité. Et donc, le choix libre du patient de choisir son pharmacien est souvent tributaire des programmes de support patient. Et c'est difficile de demander aux pharmaciens communautaires d'intervenir quand il a été mis en marge du processus. Donc, c'est pas facilitant non plus. Et pour une première fois, ou à peu près à ma connaissance, les produits originaux, les novateurs, ont négocié des prix à la baisse. Donc, les combats pour la préservation des parts de marché se jouent avec des règles totalement différentes de ce qu'on a connu dans le passé. Alors, c'est toujours la question de la vision. Est-ce que cette négociation-là, c'est une stratégie de court terme? Est-ce que c'est du long terme? On n'est pas dans la tête des fabricants. Mais pour l'instant, c'est des règles du jeu qu'il faut tenir compte. Il y a aussi une variable qui a été abordée par plusieurs personnes, c'est la notion d'interchangeabilité. L'interchangeabilité, en fait, il y a un peu de confusion autour de cette notion-là, parce qu'aux États-Unis, la FDA définit l'interchangeabilité comme étant, elle approuve l'interchangeabilité, et ça permet de passer d'un médicament à l'autre. Au Canada, cette notion-là n'est pas du tout de la même façon. Santé Canada statue exceptionnellement sur l'interchangeabilité des produits. En fait, ça correspond beaucoup plus à la substitution, et au Québec, c'est ce qu'on appelle, et ça, c'est une activité qui est une prérogative professionnelle du pharmacien et non quelque chose qui découle de l'homologation par un organisme comme Santé Canada. Donc, c'est une responsabilité professionnelle des pharmaciens, c'est géré au Québec par la loi sur la pharmacie. C'est donc de juridiction provinciale et non fédérale, la substitution. Donc, vous voyez qu'il y a des enjeux fédéraux dans l'homologation. Est-ce qu'on déclare le produit comme interchangeable, ce que Santé Canada n'a pas fait? Et la possibilité par les pharmaciens légale de substituer, qui est au Québec, et la réponse est oui. Et selon certaines spécialités médicales, il y a aussi des enjeux qui ont été importants. Alors, je vous ai parlé, par exemple, de la capacité de mesurer l'effet de la thérapie chez les patients. Alors, dans le cas de l'arthrite rhumatoïde, ça peut se faire de façon relativement peu invasive, comme pour le diabète, encore plus facilement. Mais donc, ça crée peu de résistance de la part des médecins. Les maladies inflammatoires de l'intestin, je vous ai dit que c'était un peu plus touché parce que la mesure de l'effet peut être beaucoup plus invasive. Donc, il y a un peu plus de résistance chez les gastroentérologues, la colonoscopie étant une mesure plus invasive. Et évidemment, quand on parle de thérapie pour le cancer, bien, les enjeux vont être dramatiques s'il y avait une différence en défaveur, bien sûr, du produit biosimilaire, parce qu'on a toujours ce biais négatif que le biosimilaire pourrait être moins bon. Mais si on est honnête et qu'on fait confiance au hasard ou au mécanisme d'évaluation de la biosimilarité, bien, il pourrait aussi y avoir plus d'efficacité clinique. Rare qu'on parle de ça, parce que ce serait à l'avantage. Donc, les biais, les craintes sont évidemment face à des effets négatifs et non par rapport à la possibilité d'effets positifs qui, statistiquement, ont autant de chances de survenir que les effets délétères. Dans le cas de l'hormone de croissance, il y a eu finalement peu de résistance et souvent, le stylo-injecteur qui est utilisé a été un critère de choix prépondérant pour plusieurs patients quand on fait choisir souvent aux parents parce que c'est eux qui l'administrent. Donc, les enjeux ont été assez différents et ça n'a pas fait beaucoup de vagues, en fait, l'introduction de l'hormone de croissance. Les agents de suppléance, bien, comme l'érythropoïétine, le filgrastim ou le pegfilgrastim, bien, souvent, c'est facilement mesurable. C'est des traitements qui sont réalisés en milieu hospitalier, souvent, donc c'est moins tannant. Quand je parlais de la réactivité des organismes gouvernementaux, je veux juste vous illustrer la position de Santé Canada si on compare celle de 2010 avec celle qui est plus récente, et vous allez voir la différence. C'est notable, et il y en a eu une entre les deux, mais je vous fais grâce de l'évolution, mais juste voir que Santé Canada a évolué, mais sur une période de plus de 10 ans. Alors, en 2010, Santé Canada disait qu'il était recommandé que, à titre d'organisme responsable, que Santé Canada examine les données à l'appui de l'interchangeabilité. Je vous rappelle la différence entre l'interchangeabilité et la substitution, et qu'elle fasse une recommandation pour savoir si ça peut être fait de façon sécuritaire et efficace par les médecins. Donc, déjà, il y avait un biais en 2010 que ce ne serait pas une substitution comme avec les génériques, mais que ça passerait par la prescription des médecins, ce qui était un changement extrêmement important. Et pour ça, il fallait qu'il y ait recours à des études cliniques pour appuyer l'interchangeabilité. Et Santé Canada disait en 2010, mais il n'y en a pas beaucoup de ces études-là, fait qu'on n'a pas vraiment beaucoup de données. Hein. Vous voyez, donc, examiner les données, mais on n'en a pas beaucoup.
Et donc, ils voulaient qu'ils aient... et en plus, on sait qu'il y a eu des changements, des évolutions dans les processus de fabrication qui peuvent aussi introduire des variations. Alors, ils disaient qu'il y a des modifications indépendantes de fabrication qui peuvent amener des enjeux. Fait que, bref, on était prudents. Et leur conclusion, c'était « C'est pourquoi Santé Canada n'est pas favorable à la substitution automatique, comprendre par les pharmaciens, d'un produit biologique ultérieur. » C'était l'appellation à l'époque des biosimilaires. Et ils recommandaient que les médecins ne prennent que des décisions parfaitement éclairées. Fait que vous avez vu qu'avant, ils disent « Il n'y a pas beaucoup de données, on n'est pas capable de la prendre, mais les docteurs, prenez-la vous autres. » Comprenez qu'un énoncé de ce genre-là, on n'est pas très, très excité et c'est plutôt une douche froide qu'une décision de dire « go, avancez ». Si on regarde la position de 2019, alors on dit que l'autorisation d'un médicament biosimilaire par Santé Canada n'est pas une déclaration d'équivalence aux médicaments biologiques. Cette phrase-là est hautement sujette à controverse parce que ce qu'ils disent, ils disent que leur déclaration, ce n'est pas une déclaration d'équivalence. Ça ne dit pas que ce n'est pas équivalent, ce qu'on comprend assez spontanément. Donc, cette phrase-là est assez tortueuse. On dit que l'autorisation de déclarer de produits interchangeables, là, ils ont compris, ça revient à chaque province et territoire. C'est la substitution. Il faut lire les deux phrases parce que si on prend juste la première, ça peut devenir rapidement différent comme atmosphère. Et Santé Canada conclut en disant que les patients et les fournisseurs de soins peuvent avoir confiance dans le fait que les médicaments biosimilaires sont efficaces et sécuritaires pour chacune des indications autorisées et qu'aucune différence dans l'efficacité ou l'innocuité, elle est prévue suite à un changement dans l'utilisation courante entre le médicament biosimilaire et le produit biologique de référence pour une indication autorisée. Ça, c'est un énoncé qui est clair et qui devrait être rassurant. Et vous voyez toute la distinction entre la position de 2010 et 2019. Puis je vous rappelle, il y en a eu une en 2017 entre les deux, qui était évidemment entre les deux. Donc, 10 ans d'évolution dans la pensée réglementaire canadienne qui est passée de souffler le froid à souffler le chaud, d'une certaine façon. Alors donc, première étape qui colore beaucoup le paysage dans lequel on est, et donc la position la plus favorable de Santé Canada, elle est somme toute très récente. Regardons un peu les modalités de remboursement au Québec et ailleurs. Alors, en Europe, les premiers biosimilaires, je vous avais dit un peu avant 2008, en fait, c'est en 2006. Et l'Europe a été un pionnier dans le domaine. Et c'est celle qui a le plus de recul et la plus grande expérience et aussi un grand leadership réglementaire pour encadrer la prise de décision sur les biosimilaires. Et en Europe, il y a de grandes variations aussi dans les possibilités de substitution par les pharmaciens qui, dans certains pays, est plus limitée. En tout cas, elle est certainement variable. Au Québec, la situation actuelle, on est un peu en transition au Québec parce qu'on a pris certaines décisions. Alors, grosso modo, là, on a pris des décisions sur le Neupogène et le Grastofil, qui est le produit biosimilaire. Pour vous expliquer sommairement, là, je vous fais grâce des détails, mais au Québec, on a fait des choix que dans certaines indications, quand un patient n'a jamais été traité et qu'il y a un produit biosimilaire, on est allé de l'avant avec le produit biosimilaire chez des patients qui étaient déjà traités, puis qui n'étaient pas traités. Et quand ils sont déjà traités, on essaye de ne pas changer leur traitement. Donc, on a été prudent en forçant pas de changement, mais en essayant d'aller d'emblée chercher certaines économies pour ces patients-là. Ça a été aussi la position qui a été extrêmement fluctuante dans le cas de l'infliximab. Et on a eu 3 positions différentes qui ont évolué depuis 2017. Alors, en 2017, on disait les patients naïfs traités sur Inflectra. Petit retour de balancier en 2018. Et en 2019, la politique de prix le plus bas. Donc, je vous fais grâce des détails, mais des positions variables dans le cas de l'infliximab au Québec. Dans le cas des insulines, tous les patients devaient être sur le produit biosimilaire. Et dans plusieurs établissements de santé, à la différence, la plupart, pour ne pas dire beaucoup d'établissements de santé, quand un patient est hospitalisé, il reçoit l'insuline biosimilaire et non l'original. Donc, un petit peu 2 règles, en tout cas, qu'on peut voir. Face à ce dossier-là, l'INES au Québec s'est penché sur la question, sur l'interchangeabilité, a créé un groupe de travail qui a remis son rapport en mai 2020. Ils ont d'abord regardé la littérature disponible. Ils ont fait une très bonne revue de littérature scientifique et ils ont fait une analyse de ça par maladie, par pathologie. Et globalement, ils étaient favorables sous la plupart des angles, pour presque tous les angles, mais quelques réserves, mais qui étaient en général non cliniquement significatives, mais des réserves qui sont compatible avec l'état actuel des connaissances, mais rien de majeur.
Ils ont qualifié les niveaux de preuve de faibles à modérés selon la pathologie et la variable. C'est des niveaux de preuve élevés, c'est étonnamment pas la règle dans la science. On a souvent des niveaux de preuve modérés. Si la science était toujours en béton, il y aurait beaucoup moins de controverses. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais n'oublions pas que dans le cas de copie de produits, le niveau de preuve est en général inexistant. Alors, c'est quand même quelque chose d'important. On a déjà un bagage de connaissances qui est nettement plus élevé dans le cas des produits biologiques que dans les produits génériques. Et au-delà de cette revue de littérature-là, on a aussi créé une consultation avec des cliniciens de plusieurs spécialités. Cette consultation-là, elle a un certain nombre de conclusions. La première, c'était qu'il y avait peu d'inquiétudes majeures, mais des préoccupations quand même. Et les cliniciens, principalement des médecins, voulaient que ça passe par eux autres, mais c'était aussi le contexte. On a un peu mis dans la tête de tout le monde que ce serait la façon, ce serait la règle du jeu de passer par les médecins par opposition à une substitution dite non médicale, qu'on prend en pharmacie, ou imposée par une décision gouvernementale. Il y avait des craintes quand même pour les patients les plus malades. On s'est dit, pourquoi prendre des chances avec ceux qu'on a travaillé fort pour les stabiliser au cas où il y aurait une petite différence en cas d'échec? Même si ce n'est pas supporté par la science, on s'est dit, devrait-on mettre en péril nos patients les plus vulnérables? Alors ça, c'est un exemple de nuance qui a été apporté pour ça. Pensait notamment aux patients, à certaines pathologies ophtalmologiques, donc et aussi certaines clientèles à risque, la pédiatrie, les femmes enceintes, les indications non reconnues. On a toujours une tendance comme société à protéger, évidemment, ces groupes plus vulnérables. Et il voulait qu'il y ait des mécanismes souples pour retourner au produit original en cas de non-réponse. C'est toujours assez délicat parce qu'il faut définir la non-réponse. Il y a eu certaines études qui ont été réalisées dans le passé et c'est souvent des effets nocebo, et c'est pour ça que je vous ai présenté ça. Les effets secondaires qui sont invoqués dans les transitions sont souvent des effets secondaires subjectifs, donc des choses qui ne se mesurent pas, et donc on n'est pas convaincu de façon rigoureuse et objective que c'est vraiment causé par le passage du produit original au produit biosimilaire. Il voulait aussi que les économies générées, qu'ils pourraient être aussi mises à profit dans l'amélioration du système de santé dans les maladies qui sont traitées. Donc, ils veulent qu'on réalloue une partie de ces économies-là au bénéfice de leur pratique clinique et des patients, évidemment. Et il fallait aussi pallier aux pertes des programmes de support patient si, dans certains cas, ça pouvait entraîner qu'un patient abandonne le traitement. Donc, il y a cette sensibilité d'assurer l'observance au traitement. Il voulait aussi que ce soit très transparent et que les mécanismes de communication entre le ministère, la RAMQ, l'INES, les médecins, les patients, les pharmaciens, les infirmières, que l'information circule librement puis qu'il n'y ait pas de passe-passe, ce qui est tout à fait légitime. Et il soulignait aussi le besoin de programmes de pharmacovigilance. Alors, les programmes de pharmacovigilance, c'est quoi? C'est des mécanismes de surveillance après la mise en marché pour s'assurer qu'on documente bien si jamais il y a des événements indésirables qui surviennent. Et l'autre problème qui a été soulevé, qui est très légitime, c'est que comme ce sont des médicaments dispendieux, s'il y a plusieurs fabricants plus le produit original, il y a des problèmes de gestion d'inventaire pour garder chacune des marques. Si on avait des corridors non interchangeables pour les substitutions, ça peut devenir des enjeux de gestion des inventaires qui peut être extrêmement problématique. Et on a soulevé, ce que je vous ai présenté, la question des substitutions multiples. S'il y a 1, 2, 3, 4 biosimilaires du produit de référence, est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre de façon sécuritaire? Et ils ont soulevé ce manque de données-là pour le faire. Et ils étaient assez frileux. Donc, en corollaire, ils étaient d'accord avec la substitution médicale et en corollaire, moins à l'aise avec le fait que ça procède automatiquement en pharmacie. Regardons donc l'exemple de la Colombie-Britannique, qui a pris une décision assez audacieuse d'imposer, ça a été la première province canadienne, ils ont imposé la substitution pour les produits biosimilaires et depuis le 25 novembre 2019, la Colombie-Britannique ne paye que pour les biosimilaires, notamment dans le cas de l'infliximab, de l'étanercept et de l'insuline glargine. En 2018, sur un budget de 125 millions, ils ont souhaité faire des économies et la décision de la Colombie-Britannique, et selon mes informations, les pharmaciens auraient pu procéder à la substitution, mais ils ont décidé d'impliquer les médecins dans la prise de décision et donc le médecin doit écrire une ordonnance pour le produit biosimilaire. Et ils ont décidé de les payer pour faire ça, pour faciliter le transfert. Alors, les médecins ont droit à un honoraire de 50 $ la première fois pour faire la substitution. Les infirmières, un peu pour pallier au programme de support patient, peuvent rencontrer le patient à 2 reprises et pour un montant de 60 $. Et on donne 15 $ aux pharmaciens une fois pour gérer la substitution. Et on anticipe une économie de 100 millions par année, donc c'est extrêmement important.
Alors, grosso modo, la première phase, c'est ce que je vous ai mentionné, l'étanercept, l'infliximab, l'insuline glargine. Et la deuxième phase impliquait l'utilisation des biosimilaires pour l'infliximab. L'Alberta a un programme un peu similaire, mauvais jeu de mots, le Alberta Biosimilar Initiative, et on visait tous les patients, avec l'exception, comme je vous ai mentionné dans la réflexion de l'INES, lors de la consultation des cliniciens, de transférer tous les patients, sauf les femmes enceintes, aux biosimilaires au 15 janvier 2021. Je ne sais pas si ça a été actualisé, je n'ai pas trouvé la confirmation, mais avant la fameuse crise COVID, cette décision-là a été en juillet passé, donc on a retardé la mise en place à cause de la crise de la pandémie. Et encore une fois, en Alberta, c'est un transfert par ordonnance médicale. Et on est anticipé sur un budget annuel d'à peu près 238 millions, et on sait que ça monte de plus de 10 par année. Une économie estimée à entre 227 à 380 millions sur une période de 4 ans. Alors, encore une fois, l'Alberta fait à peu près la même chose que la Colombie-Britannique en visant principalement l'étanercept, l'infliximab, les insulines et les agents stimulants des colonies cellulaires, filgrastim, pegfilgrastim et le glatiramère dans la sclérose en plaques. Manitoba a un système un peu différent qui est juste une façon d'essayer d'étaler les choses dans le temps avec un programme par palier où on force des essais, grosso modo, d'un produit avant d'aller au suivant, de façon à essayer d'avoir l'utilisation la plus judicieuse des médicaments les moins dispendieux dans un premier temps. Donc, un mécanisme différent, relativement complexe et sur lequel on a peu de données sur l'impact en pratique. Donc, il y a des décisions gouvernementales. Vous avez vu que certaines ont déjà été prises au Québec, mais un peu à la carte, d'une certaine façon, au cas par cas. Il y a une réflexion qui est clairement en cours. Vous avez vu le rapport de l'INES qui devrait entraîner une décision de la part du ministère de la Santé. Donc, on est dans une situation potentiellement mouvante au Québec sur les décisions dans les politiques gouvernementales. Et par précaution, certains gouvernements, certaines législatures excluent des populations vulnérables et clairement, les femmes enceintes et les enfants ont été là-dedans. En général, il faut comparer qu'avec les produits génériques, les mesures ont été non coercitives. On imposait un prix le plus bas, qui était le maximum remboursable, et un patient qui voulait continuer à utiliser le produit original payait la différence. Quand on a une thérapie relativement peu dispendieuse, c'est relativement accessible et jouable comme stratégie. Quand on a une thérapie à 40 000 par année, ça change un petit peu les choses. Alors donc, encore une différence entre les médicaments génériques et les produits biologiques, surtout les plus dispendieux. Cette stratégie du prix le plus bas, puis si vous le voulez, vous pouvez toujours prendre le produit original en payant la différence, ça ne se joue pas de la même façon. Les mesures pour favoriser les biosimilaires, ça a été beaucoup imposé. Vous devez commencer par ça. Ça, c'est un changement important, encore une fois, dans la façon de gérer des médicaments. Avec un succès variable, et on comprend que c'est soit la décision imposée par l'assureur ou l'assureur impose au médecin de le faire, mais on comprend que les incitatifs ne sont pas du tout aux mêmes endroits et il y a beaucoup de professionnels autonomes qui n'aiment pas beaucoup se faire dire quoi faire et des fois, ça crée un climat d'une certaine résistance, clairement, de se faire imposer ces choses-là. Alors, en plus, vous vous rappelez qu'on a parlé des indications. Alors, ça non plus, ça ne facilite pas les affaires et les extrapolations non reconnues pourraient poser problème, quoique il n'y a pas eu d'enjeu actuellement là-dessus, quand les indications sont sous brevet. Face à tout ce tableau-là, bien évidemment que les fabricants de médicaments biologiques novateurs ont intérêt à protéger leur marché, comme n'importe quelle personne impliquée dans le commerce. Alors, ils ont réagi, mais ils ont réagi avec, encore une fois, des paradigmes différents de ce qui s'est passé dans le passé. Alors, certains fabricants de produits novateurs, je vous l'ai dit, ont lancé leur propre biosimilaire. Donc, c'était une façon de préserver des parts de marché. Ça s'était rarement vu dans le passé. Et assez étonnamment, beaucoup de produits biosimilaires, actuellement, sont mis en marché pas par le fabricant original, mais par un autre fabricant de produits qui n'était pas connu comme un fabricant de produits génériques, mais l'industrie novatrice. Alors ça, c'est un changement de paradigme extrêmement important. L'industrie novatrice met en marché des produits biosimilaires, donc des copies. Alors, autres variables extrêmement importantes. Et, comme je l'ai mentionné, les fabricants ont, pour la première fois, accepté de négocier les prix sur les produits novateurs, ce qui ne s'était jamais passé auparavant. Alors donc, il y a une notion de compétition qui est différente et les produits biosimilaires introduisent cette notion de compétition-là qui, en général, est favorable sur les prix qu'on paye et la compétition influence tous les acteurs et leur réaction, bien sûr, à ce domaine-là.
Alors donc, les faibles parts de marché, la diapo que je vous ai montré dans la capsule 1, sur la très, très faible pénétration des biosimilaires dans le marché canadien, bien, les fabricants de biosimilaires qui ont engagé quand même beaucoup d'argent pour développer ces produits-là, bien, se posent la question, est-ce que ça vaut la peine si on a un si faible retour sur l'investissement? Donc, actuellement, là, il y a une frilosité. Là, ils y vont vraiment de façon maximale en lançant tous les produits qu'il y a. Mais s'il n'y a pas de captation dans le marché des produits biosimilaires, bien, l'impact à moyen long terme, c'est que s'ils retirent leurs produits du marché, on retire la compétition et donc les incitatifs vers des prix à la baisse. Alors, pour l'instant, on n'a pas de problème d'accessibilité des produits biosimilaires, mais il faudra se poser la question s'ils n'ont pas de part de marché, est-ce que ces mécanismes de compétition dans le marché vont perdurer? Fait que si on résume, on a différents modèles de remboursement gérés par les tiers payeurs publics ou privés, mais dans les tiers payeurs publics, on est passé avec quelque chose de nouveau qui était le remboursement forcé, comme en Colombie-Britannique, et dans certains cas au Québec, des remboursements préférentiels, alors qui peut arriver pour des patients naïfs. C'est un peu comme le Québec a fait pour les patients qui n'ont jamais été traités, on donne le biosimilaire, les autres, on continue la même affaire, et des remboursements à paliers multiples, comme au Manitoba, qui ne semblent pas avoir été repris par plein d'autres juridictions. Au niveau du privé, mais encore malheureusement, les règles du jeu sont différentes au Québec, malgré qu'on est supposé avoir un système d'assurance médicaments unique. Et donc, certains assureurs ont eu des programmes de transition pour favoriser ça et ont pu aussi, dans certains cas, négocier des prix. Donc, des enjeux, encore une fois, extrêmement différents. Regardons donc ces enjeux-là. Alors, on constate, avec tout ce que je vous ai expliqué, que c'est beaucoup plus compliqué changer un produit biologique pour un biosimilaire que passer un médicament générique. Parce que dans le fond, on ne fait pas que changer le médicament. On peut changer le système de support aux patients, on peut changer les mécanismes de remboursement, on change parfois les cliniques de perfusion. Donc, il y a un package deal qui est beaucoup plus complexe comme impact. On s'impose de passer par le médecin. Ça sous-entend que le patient a eu un rendez-vous avec son médecin. Donc, il y a ça, avec les coûts associés, bien sûr. Donc, il y a des ressources humaines qui sont requises et des ressources financières qui sont requises pour faire la substitution et forcer ce mécanisme-là, force à se poser la question, dois-je faire un suivi additionnel pour m'assurer que la décision que j'ai prise de passer au biosimilaire n'a pas causé de préjudice au patient, donc un impact sur le suivi et donc une pression sur le système de santé. Au niveau des perfusions intraveineuses, bien, le changement de la clinique de perfusion, en général causé par les contrats d'exclusivité, a des impacts sur toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'au patient, et donc extrêmement important, plus les programmes de support patient qui ont donné des bénéfices aux patients, et donc le fait que ces programmes-là sont des programmes de fidélisation, et ça fonctionne. L'effet nocebo a été rapporté pour des maladies importantes, donc c'est pas pareil. Et là, toujours le biais de l'attrition naturelle, donc la perte de réponse possible des patients, qui peut devenir l'expérience qui va faire qu'on va prendre en grippe le biosimilaire, alors que ça n'a rien à voir avec le médicament. Alors, en conclusion, les enjeux des produits biosimilaires sont vraiment beaucoup plus complexes que les enjeux qu'on a pour les produits génériques. Les données qu'on a sont quand même plus abondantes que les produits génériques. On a un bagage de connaissances qui est infiniment plus important pour supporter le passage, la qualité des produits biosimilaires et le passage du produit original vers le biosimilaire. Il existe quand même une confusion à cause de ces enjeux complexes-là, à cause de cet environnement en constante évolution. Et je vous renvoie à la position évolutive de Santé Canada qui a été, somme toute, positive très récemment uniquement. Et on s'est posé donc cette confusion, elle existe sur la qualité des produits. On se pose toujours la question si c'est moins cher, c'est-il moins bon, même si toutes les démonstrations pointent à l'effet que c'est totalement comparable. Sur les bénéfices qu'on a, sur le rôle des médecins qui est totalement nouveau, ce qu'on attend des médecins dans la gestion de programmes de couverture de médicaments. Sur le rôle des infirmières, qui peuvent être les infirmières associées à la clinique médicale, associées à la clinique dans un établissement de santé ou engagés par une compagnie privée qui supporte les patients, et sur le rôle des pharmaciens, comme je vous l'ai mentionné, qui dans plusieurs cas ne savent même pas que leur patient prend un produit générique. Alors si on leur demande de contribuer à une transition, bien, dans le fond, c'est une transition dans laquelle il leur manque un grand bout de l'histoire. Alors c'est très délicat pour eux d'embarquer dans cette dynamique-là, de prendre en charge un patient en cours de route, d'embarquer dans un train en marche. Et la possibilité de substituer directement en pharmacie a été questionnée. Et même si elle est possible, certaines juridictions ont décidé de passer pareil par une prescription par les médecins parce que c'est un peu l'environnement qu'on a créé autour de ces produits biologiques-là.
Et il y a des conditions importantes selon les restrictions de choix de pharmacie, de produits. Donc, toutes les contraintes fait que l'environnement autour de la substitution, notamment en pharmacie, demeure extrêmement complexe et particulièrement la confusion sur les substitutions multiples, comme maintenant, il y a certaines entités qui ont plusieurs médicaments biosimilaires de disponibles. Alors, comment on va gérer l'accès? Est-ce que ça va être un contrat à vie avec un fabricant? Est-ce qu'on va pouvoir passer de l'un à l'autre? Pour l'instant, la science ne nous permet pas de répondre adéquatement à ça. On ne peut que spéculer que grâce au mécanisme d'homologation, que les produits biosimilaires qui sont comparables avec le produit original et par extension comparables entre eux, mais la science ne nous donne pas de réponse directement sur ce sujet-là, actuellement là-dessus. Et bien sûr, une stratégie imposée, ce qui a été un peu la tendance au Canada, a son potentiel de rajouter à la résistance et faire que certains professionnels pourront se braquer ou collaborer à reculons, ce qui a la conséquence d'amplifier l'effet nocebo qui pourrait entraîner des enjeux vers les patients. Alors donc, c'est un enjeu qui m'amène au mot de la fin. Vous avez donc compris que, j'espère, au travers de mes présentations, que les biosimilaires sur le marché canadien sont des produits de qualité, comme déclaré par les études scientifiques et endossés par plusieurs organismes réglementaires nord-américains et européens. Qu'actuellement, la pénétration sur le marché des biosimilaires, malgré leur introduction depuis 2008, elle est lente et qu'on accuse du retard par rapport à plusieurs pays, et que les parts de marché actuelles des biosimilaires sont faibles et donc peu intéressantes pour les fabricants. Donc, en souhaitant qu'on va préserver cette multiplicité de produits biosimilaires pour garder une saine compétition, pour avoir des prix intéressants. Parce que l'objectif ultime, en fait, c'est de contrôler la part de dépenses associées aux biothérapies, qui sont des thérapies, comme je vous l'ai mentionné, hautement efficaces, extrêmement utiles pour les patients et qu'il faut protéger. Mais c'est clairement l'enjeu où il y a la plus grande croissance et la plus grande pression sur nos régimes d'assurance. Alors, il faut maximiser nos économies à court terme. Il faut créer des conditions propices au maintien de ces économies-là à moyen et long terme. Et tout ça, il faut le faire sans jamais faire de compromis sur la qualité des soins parce qu'on aurait vraiment des explications à donner à la société si on le faisait de cette façon-là. Alors, merci de votre attention et j'espère avoir éclairci un peu la situation des produits biologiques et des biosimilaires au sein des programmes de couverture que vous gérez. Merci.